Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Notre invité est une personnalité rare à la télévision et en interview. Laure Becquio, procureur de la République de Paris. Bonjour Laure Becquio. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale examine deux textes de loi qui visent à mieux lutter contre le narcotrafic, autrement dit le trafic de drogue, avec notamment la création d'un nouveau procureur anti-criminalité organisée. C'est une partie des missions que vous accomplissez aujourd'hui en tant justement que procureur de Paris. Ce week-end, dans la presse, dans le Parisien, le ministre de l'Intérieur disait « Aujourd'hui, nous ne luttons pas à armes égales face au trafic de drogue ». Est-ce que c'est votre sentiment comme procureur? Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être désarmée, impuissante face à l'ampleur de ces trafics? Au quotidien, je constate plutôt la mobilisation, l'engagement des services enquêteurs et des magistrats spécialisés dans cette lutte contre la criminalité organisée. Après l'irruption de cette proposition de loi sénatoriale qui est aujourd'hui en débat est pour moi un signe fort de la prise de conscience non seulement de nos hommes politiques mais de nos concitoyens, de l'importance de cette lutte contre la criminalité organisée et des moyens qu'il faut y associer. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est vertigineux. Rien que ce week-end, la marine française a annoncé avoir saisi plus de 6 tonnes de cocaïne au large de l'Afrique. C'est 371 millions d'euros de valeur marchande. Dans le même temps, c'était 800 kilos de cocaïne dans un poids lourd sur l'autoroute A7, valeur cette fois de 24 millions. Vous-même, il y a quelques jours, vous disiez jamais la production de cette drogue n'a été aussi importante. Les réseaux se fichent de perdre ce qui est saisi. C'est désarmant. C'est vrai que ce que l'on appelle désormais le narcotrafic connaît un développement considérable parce qu'aux deux bouts de la chaîne, si je puis dire, de ce trafic illicite, des situations nouvelles se sont produites et ont favorisé le développement de ce narcotrafic. D'abord, vous l'avez cité, je dirais la production de cocaïne qui augmente de façon tout à fait significative, mais également la production de ce qu'on appelle les drogues de synthèse qui viennent de divers pays du monde. Et puis à l'autre bout de la chaîne, j'allais dire une consommation de produits illicites que je qualifierais de banalisée. Et dès lors, eh bien, pour un trafiquant de trafic illicite qui n'est rien d'autre qu'un chef d'entreprise, qui veut faire du profit, donc il faut qu'il ait le produit à vendre et qu'il ait la clientèle, eh bien, ces deux sujets se rencontrent assez facilement. Mais il y a vraiment une explosion de la production et de la consommation. C'est pas une lubie, c'est pas une vue de l'esprit. Non, non, c'est une réalité. Alors après, si on s'attache aux motivations de, je dirais, cette irruption de façon tout à fait significative et exponentielle, notamment de la cocaïne sur le territoire national, il faut aussi prendre en compte que, par exemple, le marché des États-Unis a été fermé aux trafiquants de cocaïne. Donc, les réseaux de criminalité organisée se sont réorientés vers nos territoires. La France étant, je dirais pour eux, un point d'intérêt à deux niveaux. D'abord parce qu'il y a des consommateurs, et puis aussi parce que sa situation géographique lui permet d'être un pays rebond sur le passage de la drogue, notamment avec de la cocaïne. Notamment les ports et les façades maritimes, c'est ça que vous pensez? Absolument, mais là encore, il faut savoir que tous ceux qui sont au pilotage de cette criminalité organisée sont des gens intelligents qu'il ne faut pas mésestimer, et tous les moyens sont investis pour pouvoir faire leur trafic de stupéfiants. Alors, on va parler de ces moyens juste encore sur le constat. Je reviens au ministre de l'Intérieur, il disait la criminalité organisée aujourd'hui menace nos institutions. On sait qu'on entend par là les menaces contre les magistrats notamment, les intimidations, au point que certains craignent qu'on devienne un narco-État, un État qui serait gangréné par le trafic de drogue. Sur la partie qui concerne les magistrats, est-ce que les menaces et les intimidations aujourd'hui en France sont une réalité ? Les menaces contre les magistrats sont une réalité et deviennent de plus en plus fréquentes. Et nous prenons ces menaces très au sérieux parce que malheureusement, nous constatons que l'une des caractéristiques aussi de ces réseaux criminels, c'est l'utilisation d'une violence qui leur est pourtant inutile, mais une violence qui est par eux totalement décomplexée et qui peut atteindre un paroxysme, alors encore une fois qu'elle n'a ni rime ni raison. Donc nous prenons ces menaces contre les magistrats au sérieux. De quel type de menaces parlez-vous ? Eh bien, alors, de quoi parle-t-on concrètement ? C'est des courriers ou c'est lors d'un interrogatoire dire qu'on sait où travaille le conjoint de ce magistrat, où vont à l'école ses enfants, le fait que l'on sait qu'ils se rendent au palais de justice à vélo, ou ça peut être évidemment des menaces plus induites, et notamment l'un des dossiers dont est saisie la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée aujourd'hui, c'est le dossier qui concerne le procureur général de
de Douai, alors que 3 individus avaient été repérés au pied de son domicile et visiblement en surveillance. Dans les multiples outils que la nouvelle loi doit prévoir, il y a notamment le recours plus large à la visioconférence dans le cadre des enquêtes pour éviter de devoir déplacer les détenus de la prison vers le tribunal. Le syndicat majoritaire, l'Union syndicale des magistrats, a émis des réserves en disant qu'il est parfois utile d'avoir un contact direct et physique avec le prévenu dans le travail d'enquête. Est-ce que vous considérez que l'enquête peut se faire par visio ? Alors, je crois que la manière dont la proposition de loi va être en débat à l'Assemblée, puis à nouveau au Sénat, selon le parcours classique, résoudra ces questions. Mais il est clair que dans un certain nombre de cas, la visio peut être utilisée. Et là, tout dépendra de la manière dont ce texte sera construit, où se trouvera l'avocat. Mais je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir, même s'il faut laisser au magistrat instructeur la possibilité d'organiser, par exemple, des confrontations dans son bureau ou un certain nombre d'actes d'enquête où il lui paraîtra nécessaire d'être en contact direct avec la personne mise en examen, quitte aussi à envisager des déplacements des magistrats instructeurs dans des cas exceptionnels. Qui pourraient aller, dans ce cas-là, dans la prison. Absolument. Il y a aussi le cas de l'isolement strict, les règles d'isolement qui doivent être plus dures pour certains narcotrafiquants. Là, c'est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui parle d'une fabrique des fous. L'Observatoire international des prisons dit on est là face à une obsession sécuritaire qui ignore les effets néfastes de l'isolement et l'impact sur les projets de sortie. Est-ce que ce sont des critiques que vous comprenez, voire que vous partagez ? Alors, je comprends tout à fait ces critiques, mais là encore, vous avez vu que notre garde des Sceaux a consulté le Conseil d'État sur ce qu'il envisageait dans l'état de ces prisons qu'on qualifie de super sécurisées et de ces mesures d'isolement. Là aussi, les débats parlementaires s'emparant de la question. Il est évident qu'un isolement absolu ne me paraît pas acceptable, ne serait-ce que parce que l'intéressé doit avoir, de façon légitime, accès autant que de besoin à son avocat. Mais je dirais qu'il faut quand même revenir au point de départ de cette réflexion, c'est l'affaire Amra, que chacun connaît, et je dirais qu'il est inenvisageable et également fort déceptif pour les magistrats de constater que lorsque l'on arrive à incarcérer des personnes suspectées de faire partie de ces réseaux de criminalité organisée, finalement la prison ne soit pour eux qu'un épiphénomène et qu'ils puissent continuer leur activité illicite alors même qu'ils sont incarcérés. Et notamment communiquer avec l'extérieur. Avec les mesures dont on parle aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'une évasion aussi spectaculaire que celle de Mohamed Amra au péage d'Incarville en 2024 ne pourrait plus se reproduire ? En tout cas, elle aurait été rendue infiniment plus complexe, parce que l'un des points de départ, effectivement, de l'évasion de Mohamed Amra, tel que le dossier peut le révéler aujourd'hui, ça a été sa capacité de communiquer avec l'extérieur. Il y a eu, ces derniers jours, de nouvelles avancées, de nouvelles interpellations ou mises en examen dans ce dossier ? Nous sommes aujourd'hui à 30 mises en examen, en comptant M. Mohamed Amra. C'est une enquête tout à fait hors norme, exceptionnelle, tentaculaire. Je ne sais quel adjectif il faudrait employer pour la décrire tout à fait. Mais évidemment, c'est une enquête qui, au-delà des chiffres que je viens de citer, va se poursuivre par les auditions des mises en examen, mais se poursuivre autant que de besoin par les interpellations de tous ceux qui auront facilité l'évasion de Mohamed Amra, mais qui auront contribué à ce qu'elle perdure, car il ne faut pas mésestimer le fait de la durée de cette évasion pour les familles des victimes qui se demandaient quand est-ce que la justice pourrait encore répondre à leurs attentes. Et j'espère leur avoir démontré que nous avons été au rendez-vous. Merci beaucoup, Laure Becquio.